L'Inde compte 1,352 milliard d'habitants. Elle comporte une large diversité ethnique, de religions, mais aussi de langues, ce qui crée de nombreuses minorités. Quant à son organisation politique, l'Inde est une république fédérale avec une forme de gouvernement parlementaire. Cette république se compose de 35 États et territoires. Le taux d'alphabétisation y est de 62,8% avec pour place la 185e sur 215 pays, contre 99% en Belgique et autres pays occidentaux. Et seulement 3,8% du PIB est utilisé pour l'éducation. Avec une croissance du PIB dynamique de 7,5%, l'Inde est la quatrième puissance agricole mondiale. Ce domaine compte pour 17% du PIB et emploie près de 50% de la population active. De son côté, le secteur industriel, que ce soit chimique ou textile, contribue à un peu moins de 30% du PIB. Par ailleurs, on estime à 11,3 millions le nombre d'enfants travailleurs en Inde, souvent dans le domaine de l'agriculture ou dans des usines clandestines, ce qui correspond quasi parfaitement à la population de la Belgique. Mais les estimations sont plus élevées lorsqu'est pris en compte le travail fourni par les enfants dans les secteurs informels, avec dans ce cas plus de 60 millions d'enfants travailleurs. Où ils y travaillent en tant que chiffonniers, vendeurs de rue, domestiques ou encore ouvriers dans la sous-traitance textile, et dans divers secteurs manufacturiers comme le tissage de tapis ou la taille des pierres précieuses. Cela a pour résultat que le taux de scolarisation soit assez faible, avec seulement 73%, ce qui représente entre 70 et 80 millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés. On peut alors parler des trois facteurs principaux du travail des enfants en Inde, qui sont les échecs de la mise en œuvre des programmes d'éducation universelle et obligatoire, l'exploitation de la pauvreté due à la mondialisation du pays et les problèmes socio-culturels. On peut donc se demander que fait l'État réellement pendant ce temps-là. L'État indien a néanmoins adopté plusieurs mesures constitutionnelles et légales pour s'attaquer au problème, parmi lesquelles la plus significative est le child labor. En dépit des discours, ces mesures ont cependant très vite montré leurs limites. Celles-ci tiennent avant tout à l'incapacité de l'État indien à mettre en œuvre et suivre cette législation et à son inertie. Cet échec tient à un faisceau complexe d'apathie, de politique élitiste et de corruption. De son côté, la mondialisation, via l'insertion de l'Inde dans le marché global, apporte toujours plus de pouvoir aux hautes castes, qui trouvent là une nouvelle opportunité de s'approprier les ressources des pauvres et des marginalisés via des processus d'exploitation commerciale. En plus de cela, les entreprises multinationales exploitent le travail des enfants directement et indirectement via la sous-traitance pour minimiser les coûts et maximiser les profits. Mais l'usage du travail des enfants est légitime, selon des mythes et des rites liés à la hiérarchie soi-disant naturelle et la division du travail profondément ancrée dans les structures et rapports sociaux. On parle alors de cercle vicieux, puisque ces facteurs s'entrecroisent de manière complexe à travers des concepts de caste, de classe, de religion, de genre et de lieu. Par ailleurs, le fort taux de chômage présent dans les pays en développement pousse les parents à ne pas voir en l'éducation quelque chose de nécessaire pour leurs enfants. Alors que l'éducation constitue un droit de l'homme fondamental, chaque enfant y a droit. Ainsi, depuis le 1er avril 2010, l'Inde a adopté une loi sur le droit à l'éducation, garantissant à chaque enfant de 6 à 14 ans le droit à un enseignement gratuit et obligatoire. La Banque mondiale a même débloqué $1 milliard pour soutenir ce projet. Mais cette loi présente déjà quelques défauts. Le premier est l'absence d'enseignants dû au faible salaire dans le public. Actuellement, des millions d'enfants finissent leur scolarité du primaire sans être capables de lire de courts paragraphes ou de faire des additions toutes simples. Or, cette nouvelle loi parle de l'accès à l'école. Elle se préoccupe seulement des entrées et non des résultats, sans compter que dans le public, on compte un enseignant pour 60 élèves seulement. Mais malheureusement, l'accessibilité n'est pas la même pour tous, puisque les plus riches iront plus facilement à l'école, tandis que les plus pauvres aideront leur famille à subvenir à leurs besoins. Ils habitent souvent dans des milieux ruraux et donc, s'ils le veulent, ne peuvent pas toujours arriver à l'école. Et puis, le fort taux de chômage entraîne plutôt les familles à garder leurs enfants pour les aider à travailler. En plus de cela, il y a les inégalités entre les sexes, puisque 50% des filles en Inde sont contraintes à se marier avant l'âge légal. C'est une des raisons de la grande différence du taux de scolarisation, qui est de 70% pour les garçons contre seulement 43% chez les filles. Cela a donc un impact non négligeable sur la part des enfants travailleurs en Inde. Mais alors, quelle est la solution à notre problème ? D'une part, cela devrait venir d'une restructuration importante du cadre législatif de l'Inde et de sa politique sur le travail au sein du pays, et particulièrement sur le travail des enfants. Il faudra sensibiliser les Indiens à encourager le développement de tout un pays par son avenir qui est l'éducation des plus jeunes. D'autre part, l'accès à l'éducation de bon niveau est primordial. On parle alors d'études abordables et non contraignantes pouvant convenir à toutes les classes sociales. Cela donnerait alors naissance à une nouvelle génération de main-d'œuvre plus qualifiée.